Bonsoir à tous, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de cette édition. Enquête et polémique autour de l'affaire des fuites du baccalauréat. 3 personnes sont actuellement en garde à vue. Valérie Pécresse demande de la fermeté dans les sanctions. Après Barack Obama, c'est Nicolas Sarkozy qui confirme l'amorce d'un retrait des troupes françaises en Afghanistan. Ils seront plusieurs centaines de soldats à retrouver la France d'ici Noël. Fabrice Cunet, notre reporter qui revient d'Afghanistan, sera sur le plateau de Public Sénat. Il avait été condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol. Loïc Séché est ce soir acquitté après la révision de son procès. La justice reconnaît ainsi une erreur judiciaire. C'est donc un symbole qui vacille en ce moment. Les fuites constatées dans l'épreuve de mathématiques du bac n'en finissent pas en effet de faire des vagues. L'enquête avance. Un 4e jeune soupçonné d'être cette fois-ci le cerveau de l'affaire a été placé en garde à vue, mais la contestation s'amplifie autour en particulier des décisions gouvernementales qui tentent à rectifier le système de notation de l'épreuve. Valérie Pécresse, de son côté, a pu le constater à l'occasion d'une visite aujourd'hui dans un lycée parisien. Margot Brio. Impossible d'y échapper, Valérie Pécresse était venue parler de l'après-bac, mais ses élèves de terminale inquiets n'avaient qu'une idée en tête. Il n'y a pas d'inquiétude, ce sera un bac qui sera noté vraiment avec des correcteurs qui feront très attention à la façon dont ils noteront. La triche au bac, une pratique devenue très rentable. Dans les couloirs, on parle de sujets vendus 600 €. David, lui, aurait reçu l'intitulé de l'épreuve de biologie sur son portable une demi-heure avant le début de l'examen. En plus, c'est un numéro inconnu, donc je sais pas qui me l'a envoyé, ou peut-être que c'était une erreur, mais j'ai reçu subduction et c'est tombé sur ça. Il y a ça tous les ans. De toute façon, l'année dernière aussi, il y a eu des fuites. La République sera extrêmement ferme vis-à-vis de tous ceux qui frauderaient ou favoriseraient la fraude. Une dureté affichée qui ne calme pas vraiment les esprits et à la sortie, on s'inquiète toujours pour l'exercice de mathématiques concerné par la fuite. Luc Châtel l'a décidé, il ne sera pas pris en compte dans la notation. Quand on me dit qu'on va neutraliser l'exercice, je trouve que c'est pas équitable pour les candidats parce que ceux qui ne sont pas au courant, qui ont travaillé dur et qui ont réussi l'exercice se retrouvent privés des 4 points. Comme Khadija, 165 000 élèves sont concernés. Contre cette décision, une pétition de 15 000 signatures a été remise au ministre. Irène Frachon, le médecin qui est à l'origine de la découverte du scandale du Mediator, parle aujourd'hui de vraie rupture. La réforme annoncée hier par Xavier Bertrand des systèmes de validation des médicaments veut mettre la sécurité des patients au centre même du dispositif. Bérengère Dinglas revient sur les principales dispositions de ces futures réformes. Mieux contrôler et surveiller les médicaments mis sur le marché, c'est tout l'objet de cette réforme. Pour cela, les propositions concernent 3 axes. Les effets secondaires d'abord. Jusqu'ici, seuls les médecins pouvaient en rendre compte. Désormais, les patients pourront directement les signaler sur Internet ou grâce à un numéro vert qui figurera sur les boîtes de médicaments. Une réévaluation du rapport bénéfice-risque des médicaments plus anciens sera également effectuée. Une réforme structurelle ensuite. L'AFSAPS devient l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces experts seront moins nombreux et resteront moins longtemps en place. Enfin, la formation et l'information des médecins. L'IGAS avait demandé la suppression des visiteurs médicaux. Xavier Bertrand n'a pas été jusque-là, mais il propose de remplacer les visites individuelles par des visites collectives. La formation des médecins sera renforcée sur le médicament et l'industrie médicale ne pourra plus participer à son financement. Des mesures positives pour la revue Prescrire puisque 50 de ces 57 propositions ont été retenues, mais il reste encore quelques points qui méritent d'être réformés. Les pharmaciens d'officine sont très bien placés dans le circuit de soins pour prévenir beaucoup d'effets indésirables de médicaments. Par contre, ils sont encore, en France, rémunérés au chiffre d'affaires. Ils sont rémunérés sur les ventes. Et évidemment, c'est contraire à la qualité des soins. La revue médicale promet maintenant de surveiller la mise en place de la réforme. C'est un fait tout à fait rarissime. Depuis la fin de la guerre, depuis 1945, seuls 6 condamnés avaient vu leur procès révisé, celui de Loïc Séché est le 7e. Accusé et condamné par 2 fois pour le viol d'une adolescente, Loïc Séché a été aujourd'hui acquitté par la cour d'assises de Paris. Reconnaissant ainsi l'erreur judiciaire, la salle a applaudi
à l'annonce de cette décision qui fait suite à la rétractation officielle de la plaignante. Il aura passé 8 ans à la tête de la Banque centrale européenne. Le Français Jean-Claude Trichet va désormais quitter la scène, remplacé par l'Italien Mario Draghi. Il a été nommé aujourd'hui officiellement à la tête de la BCE. Presque un cadeau d'anniversaire, la Croatie indépendante depuis maintenant 20 ans pourrait bien devenir le 28e État membre de l'Union européenne. Ainsi en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement lors du Conseil européen qui s'est tenu hier à Bruxelles et aujourd'hui. Le feu vert est donné, les dernières négociations vont pouvoir commencer. L'adhésion effective pourrait avoir lieu au cours de l'été 2013, mais d'ici là, la Croatie restera sous la surveillance financière de l'Union européenne. Le Conseil européen a aussi consacré ses réflexions à l'immigration, un problème, vous le savez, lancinant en Europe depuis en particulier l'éclatement des révolutions arabes. À Paris, par exemple, plusieurs dizaines de réfugiés tunisiens cherchent toujours un refuge qu'ils espèrent digne de ce nom. Alexandra Colino. Quelques sacs de couchage cachés dans un fourré à l'entrée d'un parc parisien. Ces hommes dorment encore à quelques mètres des joggeurs. Une dizaine d'immigrés tunisiens, pour certains mineurs, vivent ici depuis quelques jours. Depuis la révolution de Jasmin, 20 000 Tunisiens sont arrivés en France en passant par l'Italie. Parmi eux, Abdelkader, lui, a trouvé refuge à Belleville, quartier du nord de Paris. Comme 150 autres réfugiés, il dort dans un gymnase mis à disposition par la ville. Il y a des petits matelas. Par terre, oui, par terre. Tout le monde par terre. Comme les animaux. Il est parti de Tunisie il y a 3 mois par bateau. La traversée lui a coûté 760 € jusqu'à Lampedusa. À Paris depuis 45 jours, l'exil a tourné à la galère. Je viens ici comme pour travailler. Non, je travaille un seul jour. Lorsque je parlais pour chercher un travail, il m'a dit les papiers, les papiers, les papiers. J'aime pas ici, j'aime pas la merde ici. Abdelkader compte retourner dans son pays quand le nouveau régime y sera mieux installé. Mais pour l'instant, une nouvelle élection présidentielle n'est pas inscrite au calendrier. RGPP, un terme obscur pour certains d'entre vous. La révision générale des politiques publiques en œuvre dans le pays depuis 2009 aurait pourtant généré 7 milliards d'économies sur le budget de l'État. La fusion ANPE-ACEDIC, vous vous en souvenez, a été l'une des décisions les plus emblématiques de cette politique de rationalisation budgétaire. 2 ans après la naissance de Pôle emploi, c'est pourtant le scepticisme qui demeure, en tout cas pour les principaux intéressés. Aurélien Romano. Déshumanisation du Pôle emploi, c'est le constat partagé par les chômeurs et les conseillers emploi. En cause, la fusion du conseiller ANPE chargé du retour à l'emploi et celui de l'ACEDIC chargé de l'indemnisation. Un mélange qui bouscule les usagers. C'est 2 métiers, je ne vais pas dire diamétralement opposés, mais presque. On est dans l'humain, on est dans les chiffres. Farida est une ancienne conseillère à NPE. Elle a maintenant la double casquette et estime ne pas pouvoir effectuer son travail dans de bonnes conditions. Elle doit traiter en moyenne 200 dossiers de demandeurs d'emploi, un chiffre bien supérieur aux 60 par conseiller annoncé à la création du Pôle emploi en 2008. Plus beaucoup de temps, pas beaucoup de moyens, des portefeuilles qui explosent parce que du personnel en moins. Vous faites le cocktail de tout ça et vous voyez ce que vous pouvez donner en face à un demandeur d'emploi. Un constat partagé par les associations d'aide aux chômeurs. Marc dénonce des conseillers qui ne sont pas assez formés et surtout très difficiles à contacter et à rencontrer. Quand vous êtes en recherche d'emploi, vous avez des besoins de conseils à des moments donnés parce que vous avez vu telle offre, parce que vous avez tel projet. Il faut pouvoir joindre son conseiller assez facilement. Ce qui n'est pas possible, on leur dira, mais votre convocation, c'est le mois prochain. Au-delà d'une fusion qui a du mal à passer, tous les deux dénoncent la baisse des effectifs. 150 conseillers Pôle emploi en CDD non reconduits ont grossi le nombre des demandeurs d'emploi en 2011 en Ile-de-France. Delphine Girard nous a rejoint sur ce plateau. On vient de voir la situation de Pôle emploi où visiblement il y a encore des problèmes. Alors cette fameuse RGPP, on en parle beaucoup en ce moment de cette politique de rationalisation finalement des budgets de l'État. C'est un petit peu haro sur la RGPP et presque dans tous les bords politiques, n'est-ce pas ? Haro sur la RGPP, Pierre-Henri, de toutes parts des voix s'élèvent contre cette règle et c'est particulièrement vrai ici au Sénat. Hier encore, lors des questions d'actualité au gouvernement, c'est Éliane Assassi, sénatrice du groupe communiste de Seine-Saint-Denis, qui a interpellé François Baroin, ministre du Budget, sur la suppression des postes dans l'éducation nationale. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi ne décidez-vous pas d'un moratoire dès maintenant et non pas en 2012 ?
Pourquoi ne renoncez-vous pas au dogme du non-remplacement d'un départ sur 2 à la retraite chez les fonctionnaires? Pourquoi n'allez-vous pas chercher l'argent là où il se trouve vraiment? Alors la réponse du ministre François Baroin, oui, nous avons supprimé 150 000 postes de fonctionnaires, mais nous n'avons pas touché ni au salaire ni aux pensions, comme c'est le cas en ce contexte de crise en Grèce ou encore au Portugal. Donc la RGPP est parfaitement assumée par le gouvernement, qui en espère d'ailleurs 7 milliards d'euros d'économies. Alors Delphine, ici au Sénat, on attend avec beaucoup d'impatience, ça sera je crois la semaine prochaine, les conclusions d'un rapport sénatorial dirigé et mené par le sénateur socialiste Patria, François Patria, précisément sur la RGPP et plus particulièrement sur les répercussions de cette politique dans les collectivités locales. Et évidemment, ça concerne, et on parlera des services publics. Est-ce qu'on a déjà une idée des grandes lignes de ce rapport? Oui, vous l'avez dit, ce rapport sera rendu public la semaine prochaine, mais les grandes lignes ont fuité aujourd'hui dans la presse, dans le journal Les Échos. Alors ce rapport pointe effectivement l'absence de concertation avec les élus locaux, c'est le principal écueil. Et par exemple, ce qui est cité, c'est dans les gendarmeries ou encore dans les casernes. Le rapport estime que de toute évidence, les différentes cartes ont été conçues et mises en œuvre sans considération d'aménagement du territoire. On se souvient que la fermeture récente de compagnies de CRS ou d'escadrons de gendarmerie avait suscité un tollé et que devant cette pression, les ministères concernés avaient dû céder. Alors est-ce qu'on peut imaginer que François Patria, sinon les signataires de cette mission, ses rapporteurs préconisent un gel de cette politique de la RGPP j'allais dire quelques mois de la présidentielle. Oui, à 1 an de la présidentielle, c'est important de le rappeler. Alors bien sûr, à gauche, cette mesure est très contestée. À droite, on n'est pas contre le principe, mais on est quand même un peu plus nuancé. On ne réclame pas un gel immédiat de la RGPP. Mais la mission donc préconise parmi les 49 mesures que dans certaines régions, un assouplissement des organigrammes soit mis en place rapidement. Merci beaucoup Delphine Girard. Vous avez évoqué la présidentielle. On va continuer avec Stéphane Rosès. Merci d'être avec nous. Alors la semaine qui s'annonce, outre la publication de ce rapport, sera extrêmement riche en matière politique. Je pense en particulier à l'annonce tant attendue de Martine Aubry pour son éventuel lancement de la course présidentielle. On écoutera également cette semaine Ségolène Royal. Et tout ça se fait sur un fond politique qui se tend visiblement, avec en particulier ce pilonnage de la droite et plus singulièrement de l'UMP sur le Parti socialiste, un pilonnage qui vise tout simplement à dézinguer la primaire socialiste. Oui, en tout cas, très certainement à l'affaiblir autour de l'idée qu'il pourrait y avoir un risque de fichage. Quel est l'objectif? On le sait, les primaires du Parti socialiste concentrent en général un moment fort dans l'actualité politique. Ce sont évidemment des primaires qui, par leurs principaux challengers, va mettre en avant un débat sur le fond, là où institutionnellement, évidemment à droite, Nicolas Sarkozy, président sortant, va vouloir apparaître comme le seul légitime dans son propre camp. Et donc, par contraste, il apparaîtrait que la gauche serait démocratique dans son débat sur les questions de fond, là où la droite serait monopolistique. Alors, c'est aussi l'occasion pour l'Élysée, dans ses attaques, de représidentialiser Nicolas Sarkozy, parce que les chevaux légers de l'UMP attaquent le Parti socialiste, et dans le même temps, le président de la République reste irénique dans sa stratégie, suite à l'affaire DSK, de réoccuper une posture présidentielle par le haut. Alors, cet affrontement entre l'UMP et le Parti socialiste, ça rappelle vigoureusement un affrontement, j'allais dire classique, entre la gauche et la droite, où le centre finalement n'a que peu d'espace. Oui, cette stratégie, effectivement, vous avez raison, aiguise le clivage gauche-droite, le président s'en tenant évidemment à son rôle de président, à l'écart, pour travailler dorénavant son image, mais ça veut dire un autre enjeu au sein de la majorité, c'est y aura-t-il des candidatures autres que celles de Nicolas Sarkozy au sein de la droite? Or, on le sait, les pressions sont très fortes sur Jean-Louis Borloo. Son alliance centriste se retrouve ce week-end et Dominique de Villepin ira-t-il également de son côté à la présidentielle? Donc c'est une façon pour l'Élysée d'envoyer des signaux subliminaux doubles. D'une part, vous n'aurez pas beaucoup d'espace, semble-t-il dire aux centristes, avec cet aiguisement du clivage gauche-droite, et d'autre part, attention, cette bataille va être une bataille rude, et voilà, c'est une pièce supplémentaire dans la dissuasion plus ou moins tendre de Nicolas Sarkozy à l'égard
l'égard de futurs challengers de la droite. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Je vous rappelle d'ailleurs que la semaine prochaine, vous pourrez voir en direct les interventions et de Ségolène Royal et bien entendu de Martine Aubry. Je vous le disais en titre, ce sont plusieurs centaines de soldats français qui quitteraient l'Afghanistan d'ici la fin de l'année. Une annonce qui intervient dans la foulée de celle de Barack Obama mercredi dernier. Nicolas Sarkozy l'a confirmé aujourd'hui. Il s'exprimait depuis Bruxelles. On l'écoute. D'ici à la fin de l'année, début de l'année prochaine, des soldats français, au nombre de plusieurs centaines, rentreront en France, en plein accord avec la décision qu'a prise le président américain. Et puis, il s'agira de discuter du retrait définitif. Le retrait définitif, il est prévu pour 2014. Si la situation s'améliore, nous pourrons l'anticiper. L'Afghanistan qui vit en ce moment même une période cruciale. Le retrait des troupes occidentales est amorcé et c'est l'armée afghane qui devra bientôt assurer la sécurité du pays. Et l'armée française n'a que peu de temps pour former définitivement la future armée nationale afghane. Notre reporter Fabrice Cunet, que nous recevrons dans quelques instants sur le plateau, l'a constaté sur place, à quelques kilomètres seulement de Kaboul. Regardez. Exercice à bas blanc, mais grandeur nature pour ces futurs soldats afghans. Nous sommes dans le principal camp d'entraînement à quelques kilomètres de Kaboul. Ici, l'armée française forme officiers, sous-officiers et soldats. Et le temps presse avec l'annonce des premiers retraits de troupes de la coalition. Le calendrier qui nous est présenté nous paraît réaliste. Pas raisonnable, mais réaliste. C'est-à-dire qu'on y arrivera, ce sera difficile. Quand on partira, il y aura sûrement des difficultés, mais on aura fait au moins 80-90% du travail. L'armée afghane sera-t-elle prête à prendre le relais? Devant les sénateurs, militaires et politiques du pays ne cachent pas une certaine inquiétude. Le passage de témoins est fixé à 2014. Le temps des militaires n'est pas celui des politiques. Alors, tout ce qui est gagné aujourd'hui est bon. Un pouvoir qui ne peut pas s'appuyer ni sur une police ni sur une armée n'est pas un pouvoir. C'est à ça qu'on est en train de travailler en ce moment. Dans ce camp, ils viennent de toutes les régions, de toutes les ethnies, où l'armée comme symbole d'une nation en train de se construire. Tous n'ont connu que la guerre, mais veulent parler d'avenir. Le futur de l'Afghanistan s'annonce chaque jour meilleur. Et la vie quotidienne ici des Afghans s'améliore aussi. Alors forcément, nous remercions les pays étrangers de nous aider, comme ce qui se passe ici. Difficile de mesurer la réalité de ces propos. Une chose est sûre, la situation politique comme militaire reste fragile. Et à l'image de ces futurs soldats, le pays se lance dans l'inconnu après 10 ans de soutien par la coalition. Bonsoir Fabrice Cunet, c'est vous qui êtes à l'origine de ces images puisque vous étiez hier encore dans la capitale afghane, à Kaboul, où vous avez accompagné pendant plusieurs jours une délégation sénatoriale menée par le président de la commission des affaires étrangères, Jocelyn de Rohan. Où étiez-vous exactement dans Kaboul et sa région, en tout cas peut-être dans les vallées contrôlées par l'armée française? C'est ça, l'objectif de la mission, c'était de faire le point sur cette phase de transition qui commence réellement. Un point aussi bien politique que militaire. Du coup, ça nous a amené à beaucoup bouger dans Kaboul pour aller voir les ministères, pour aller voir aussi au Parlement, l'équivalent du Parlement ici, l'Assemblée nationale, le Sénat afghan. Et puis aussi, surtout, aller voir les militaires sur le terrain. Cette zone de Kapisa et Surobi qui est à l'est, au nord-est de Kaboul, pas très loin, que les Américains appellent le bouclier de Kaboul et qui est tenu par les Français, qui est une région très stratégique, très importante. Et Kapisa est surtout une zone où il y a encore énormément d'accrochages. Ça va un peu mieux en Surobi, mais en Kapisa, c'est beaucoup plus compliqué. Alors justement, lorsque vous êtes arrivé à Kaboul, eh bien, l'armée française avait perdu quelques jours avant le 62e soldat français. Et vous avez assisté aux cérémonies officielles sur place. J'imagine que ce sont toujours des moments extrêmement émouvants. C'est des moments difficiles et c'est d'autant plus un double moment difficile puisqu'il y avait également une petite cérémonie pour le 61e soldat décédé qui était lui d'un bataillon d'hélicoptères. Donc les sénateurs ont été présents pour les deux honneurs militaires. C'est des moments difficiles et d'ailleurs les sénateurs étaient très marqués. Les militaires aussi, ça compte. 62 morts en Afghanistan, évidemment, ça compte, ça pèse, même si le discours est toujours volontariste.
on sent bien que ces chiffres-là marquent les esprits et font mal évidemment aux différents bataillons concernés. Alors on l'a entendu il y a quelques instants, Nicolas Sarkozy a annoncé très officiellement cette fois le début d'un retrait des troupes françaises. On rappelle quand même qu'il y a 4000 soldats français aujourd'hui sur le sol afghan dans les régions que vous avez visitées. Comment est perçu ce début de retrait, ce début de désengagement des forces occidentales en Afghanistan sur place par les populations en particulier? Clairement, il fait peur. Il fait peur, pas tant le désengagement français, mais le désengagement français, américain, et de ce désengagement américain, tous ceux qui pourraient en découler, puisque les autres pays de la coalition seront certainement amenés à suivre l'exemple américain et donc à désengager des troupes. Et ce désengagement fait clairement peur, au moins et surtout au milieu politique. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous le disent très naturellement, très spontanément. Attention, restez avec nous, aidez-nous, accompagnez-nous. Il y a une vraie inquiétude qui est palpable dans les différents entretiens qu'on a eus, que ce soit au Parlement ou avec les ministres, les différents ministres qu'on a pu voir. Ça revient très régulièrement et très facilement surtout. Surtout que les choses visiblement vont aller beaucoup plus vite qu'on ne pouvait peut-être l'imaginer. Je vous propose d'écouter l'un des témoignages, c'est Michel de Messine, la sénatrice du Nord, qui faisait partie donc de cette mission sénatoriale en Afghanistan. Elle aussi a constaté cette même crainte des Afghans. Écoutez. Ça inquiète les autorités afghanes, c'est sûr. On sent bien que elles ont vécu quand même un petit peu une période d'assistance très forte et de prise de responsabilité qui n'était pas prise par eux-mêmes. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a un peu comme la peur du vide. Merci beaucoup Fabrice Cudet. On verra l'intégralité de vos reportages d'ici peu de temps. En tout cas, on l'espère. Cet été. Merci. Au cours de ce journal, on a appris la mort de l'égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt. C'est grâce à elle, dans les années 60, que l'UNESCO a pu sauver une grande partie de ces fameux temples de Nubie, ces temples au sud de l'Égypte. Christiane Desroches-Noblecourt, une de ses dernières actions, ça avait été de mettre en haut de l'obélisque de la place de la Concorde ce fameux pyramidon qui éclaire plus encore aujourd'hui cette place parisienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre, Focus. Pierre Bonde-Joseph a suivi le sénateur du Haut-Rhin, Jean-Marie Bockel, sur les hauts lieux des grandes batailles de 14-18 dans les Vosges. Là-bas, la mémoire des conflits est à l'œuvre. Très bon week-end à tous. Merci. Depuis la mise hors course de Dominique Strauss-Kahn, le PS s'emploie à afficher l'image d'un parti uni dans l'adversité et dans la perspective des primaires. Mais que valent ces images? Qui tirera parti de la nouvelle donne au PS? Et comment les uns et les autres ont-ils adopté leur posture à cette nouvelle situation? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, François, Ségolène, Martine et leurs amis. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Samedi à 23h45 sur Public Sénat. Né en Alsace, Jean-Marie Bockel a grandi baigné dans l'histoire des deux grandes guerres mondiales. L'ex-secrétaire d'État aux anciens combattants cherche aujourd'hui à transmettre cette partie de l'histoire aux plus jeunes. Les poilus l'appelaient le vieil Armand, drôle de nom pour un champ de bataille. De décembre 1914 à janvier 1916, 10 000 soldats français et allemands sont morts ici, sur l'Hartmann-Wiederkopf, pour quelques centimètres gagnés sur l'adversaire. Là, nous sommes exactement sur la ligne de front, entre les tranchées françaises d'un côté et les tranchées allemandes de l'autre, séparées d'une vingtaine de mètres, où pendant 4 ans, on s'est tiré dessus à longueur de journée, on s'envoyait des grenades d'un côté à l'autre. C'était des combats de montagne, donc il fallait s'emparer des tranchées allemandes. On était au milieu des arbres, on était dans les rochers. C'était faire une offensive pour descendre de l'autre côté. On a connu ça nulle part ailleurs sur le front de l'Ouest.
Là, on a regroupé en fait tous les morts qui étaient enterrés dans les cimetières provisoires. Enfant, Jean-Marie Bockel, lui aussi venait dans ce lieu de pèlerinage accompagné par les survivants de la Grande Guerre. Les anciens en 58, 59, 60, les plus jeunes d'entre eux étaient très vaillants, certains n'étaient même pas encore des retraités, donc ils nous racontaient ce que ça avait été, ce qu'ils avaient vécu, les tranchées, les combats, et ça pour moi c'est des souvenirs d'enfance, quoi. Les grands-pères de Jean-Marie Bockel ont combattu, l'un dans la cavalerie allemande, l'autre dans l'armée française. C'est peu dire l'importance pour lui de transmettre cette mémoire. Ce qui n'est pas daté, c'est la transmission. C'est la transmission de notre histoire, de la mémoire d'événements qui, d'une certaine manière, à travers ces derniers grands déchirements, ces dernières grandes saignées, ont aussi contribué à construire l'Europe de la paix. Vu du ciel, les 1264 tombes de l'Hartmann-Willer-Kopf dessinent un effrayant quadrillage. Un témoignage macabre et muet pour les plus jeunes. En 2015, si tout va bien, s'élèvera ici un mémorial voulu par l'ancien maire de Mulhouse. 2,5 millions d'euros d'investissement pour une mémoire de nouveau partagée. Avec l'idée que les touristes succèdent aux familles de soldats de plus en plus rares. À venir entretenir le lieu, c'est le tourisme de mémoire. Mon grand-père s'est battu ici pendant la Première Guerre mondiale. Il m'en a beaucoup parlé. C'est pour ça que j'ai une relation quasi fusionnelle avec cette montagne. La preuve que c'est très important pour moi, ça fait 24 ans que je viens tous les ans ici. Je vais pousser jusqu'à 25 ans, mais l'âge aidant, je vais m'arrêter là très certainement. Parce que bon, je suis comme la montagne, je vieillis. Vous savez, quand j'étais secrétaire d'État aux anciens combattants pendant la présidence française en 2008, j'avais organisé à Mulhouse et ici d'ailleurs un sommet de mes homologues des 27 pays européens où on avait déjà évoqué ce basculement de la commémoration vers la dimension mémorielle, historique, avec d'ailleurs le tourisme de mémoire qui se développe déjà beaucoup. Mais ce tourisme de mémoire, c'est aussi une manière de se souvenir, de comprendre, et ça suppose bien sûr que ces lieux soient non seulement, comment dirais-je, évocateurs de ce qui s'est passé, émouvants, mais aussi pédagogique. Comment se souvenir et honorer ces épisodes sombres? Avec la disparition des derniers poilus, le 11 novembre 2018, un siècle après la fin de la Première Guerre, défilera-t-on encore sous l'Arc de Triomphe pour fêter la victoire de la France sur l'Allemagne? Ce jour-là, au Sénat, politiques, militaires et historiens débattent de cette question très polémique. Nous commémorons aujourd'hui comme en 1920, 90 ans après. Il est clair qu'après le centenaire, nous commémorerons différemment. Nécessairement, une réflexion devra être faite sur le calendrier commémoratif national français, sur le calendrier commémoratif qui est celui d'une nation du 19 et du 20e siècle, alors que nous sommes en plein 21e siècle. Un mémorial day à la française, c'est l'autre grande idée défendue par le sénateur du Haut-Rhin. En 2008 déjà, le rapport de l'historien André Caspie avait lancé cette idée de limiter le nombre de dates anniversaires, sans qu'aucun consensus ne se dégage. Mais la question de restreindre les commémorations officielles et de concentrer les efforts sur quelques temps forts doit être posée. Est-ce que le 11 novembre, alors qu'on va passer progressivement de la commémoration à l'histoire, peut être cette date fédératrice d'autres dates? La question mérite au moins d'être posée. Aujourd'hui, au Vieillarmont, les myosotis poussent dans les tranchées et la forêt a comblé les ornières laissées par les obus allemands. Peu à peu, les traces s'estompent. Mais pour les derniers survivants des grands conflits mondiaux comme Gilbert Aslan qui libéra Paris en 1944 et l'Alsace, 50 ans après, les souvenirs restent vifs. Tout d'un coup, il y a un copain qui me dit « Coco, comme je m'appelle Aslan, on m'appelait Coco à l'époque, attention !» Alors il lève la tête et je regarde dans l'arbre, il y avait un gars avec un bazooka tout enveloppé, tout camouflé quoi. Paf, il tombe. C'était un gosse, il appelait sa mère. Il devait avoir 14 ans. Alors ça vous laisse. C'est dégueulasse la guerre. Ça c'est le côté mauvais. Je ne le raconte pas à mes filles. Pourquoi cette haine? Loin des débats sur la forme que prendra l'hommage de la nation aux anciens combattants, Gilbert Aslan, l'Alsacien d'adoption, n'espère qu'une chose, que la guerre reste un souvenir.
Le 25 septembre, la moitié des sénateurs sera renouvelée. Dès à présent, découvrez sur Public Sénat le fonctionnement de l'élection, les coulisses de la campagne et le rôle du Sénat. Avec de nouveaux rendez-vous, un journal des sénatoriales tous les mardis, des modules pédagogiques, des reportages, des débats. Les élections sénatoriales, c'est sur Public Sénat et sur publicsénat.fr.